qui arrive. Ouais. Tu nous diras, Lloyd. Ça y est, on est en direct live sur Facebook. Bon, bonsoir à ceux qui sont là. On va peut-être attendre un tout petit peu. Ouais. Lloyd nous dit dans l'oreillette qu'il nous prévient quand il y a du monde. Peut-être qu'on peut le voir sur le groupe. Du coup, tu as commencé ton programme là? Tu as un truc en cours là en ce moment, non? J'ai j'ai un programme normalement qui démarre en mars. Si j'ai assez de monde, là j'ai eu du monde qui commence à arriver. J'ai des appels là cette semaine, donc Ok. Inch'Allah, comme on dit. Six personnes. Ah, ben voilà, c'est cool. Super. Eh ben, allez, c'est parti. Alors, Quentin, bonsoir. Thierry, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir à tout le monde. Alors, on vous propose un petit live ce soir en duo avec Thierry, parce que du coup, ça permet de mixer les compétences, de mixer les connaissances. On va réfléchir à partir de vos questions avec nos deux cerveaux. Et on va essayer de balayer un maximum de choses pour vous donner de l'information sur les douleurs de dos, sur les causes, les conséquences et ce qu'on peut faire avec. Et peut-être aller plus loin dans les questions de santé. On va commencer par se présenter et puis après on va partir sur les questions. Alors en priorité vos questions si vous en avez, c'est le plus intéressant. Sinon on va partir des questions qu'on nous a posées ces dernières semaines au cabinet ou à distance. Vas-y, tiens Thierry, commence par te présenter parce que moi peut-être que les gens me connaissent un peu. J'ai déjà fait des lives. Ok, bah bonsoir. Donc, je m'appelle Thierry Fay. J'habite Annecy. J'ai 53 ans. Je suis kiné-ostéo depuis 30 ans en cabinet, en libéral. Et donc, j'ai un petit peu évolué dans ma pratique depuis 5-6 ans avec une formation plus basée en psychopraticien. Et puis donc, depuis quelques 2 ans maintenant, coach certifié chez Odeby, donc en coaching mental et donc essentiellement aussi au niveau de la santé et du sport. Voilà. Super. Donc moi de mon côté, Quentin Romazzotti, j'ai d'abord bossé dans le sport, j'étais entraîneur en gymnastique artistique, puis kiné. J'ai pas pratiqué très longtemps la kiné parce que je me suis très vite orienté vers une espèce de pratique beaucoup plus globale où j'ai cherché à travailler sur les facteurs de santé. Donc j'ai identifié les 3 facteurs principaux de santé, la nutrition, l'activité physique et la gestion mentale et émotionnelle. Et aujourd'hui, je propose des programmes pour les patients qui ont des problématiques chroniques, comme la douleur de dos chronique. Et justement, on travaille sur ces 3 facteurs-là de façon ciblée et précise en individualisant le travail pour régler ces problématiques à long terme. Et je propose aussi des formations à la journée pour promouvoir la santé d'un point de vue prévention. Et comme Thierry, coach au débit, et je travaille beaucoup sur le mental dans mon approche parce que sans doute qu'on le verra aujourd'hui à travers les questions, mais c'est bien souvent une problématique qui est centrale. Voilà. Alors, si vous avez des questions concernant le mal de dos, la douleur chronique, les problématiques physiques chroniques, ou des questions de santé peut-être un peu plus larges, si vous en avez aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous, on les verra en direct et on pourra y répondre quand elles apparaissent. Sinon, on va utiliser les questions qu'on a déjà à disposition. Bah, on peut peut-être commencer par une question directement. Peut-être ça permettra aux gens qui sont là ce soir de voilà. Je vais t'en poser une que j'ai eue là au cabinet, qui est intéressante. Voilà, c'est un patient de 40 ans qui a une spondylarthrite ankylosante, donc maladie auto-immune qui s'attaque à la colonne vertébrale.
qui donc a ça diagnostiqué depuis 5 ans et qui a donc dû arrêter son activité de cuisinier. Parce que c'est des vives douleurs et qui aujourd'hui justement a tout essayé. Alors vraiment pour le coup tout essayé, hein, c'est-à-dire les traitements médicaux classiques, c'est-à-dire anti-inflammatoires, puis corticoïdes et les nouveaux traitements à base un petit peu de molécules nouvelles qui sont une forme de mini chimiothérapie pour calmer ces douleurs-là, en fait pour calmer le système immunitaire en fait. Voilà, rien n'y fait, ça n'a rien changé. Après, il a essayé toutes les techniques, bon, kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, voilà, toutes ces techniques dites un peu paramédicales. Et aussi, évidemment, magnétiseur, j'allais dire homéopathie. Et en fait, voilà, rien n'y fait. Il a toujours aussi mal. Les traitements ne changent strictement rien, voilà. Et donc, il se pose la question, voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en fait et qu'est-ce qu'il pourrait faire de nouveau. Ok. Souvent, c'est des pathologies très complexes, hein, puisque ça engendre des conséquences sur tout le corps. C'est très systémique comme pathologie. Donc, c'est super difficile à aborder. Mais là, de ce que tu me dis là, on peut déjà noter deux grandes choses. La première, c'est que c'est une maladie auto-immune et souvent les patients, ils ont une approche de la maladie auto-immune c'est très difficile pour eux parce qu'ils ont l'impression que c'est codé dans leur corps, que c'est codé dans leur génome et qu'en fait, ils pourront jamais se séparer de cette maladie puisque elle fait partie de leur identité. Et donc, il y a déjà souvent tout un travail à faire sur le détachement à la maladie. C'est pas parce que c'est notre corps qui est à l'origine de la maladie auto-immune ou que la maladie est génétique qu'on est responsable de la maladie et que on va se la trimballer toute sa vie. Aujourd'hui, on sait qu'on peut agir sur le génome avec un certain nombre de pratiques de santé. Et ce qui est important, c'est comment notre corps réagit, comment notre corps traite l'information, plutôt que l'information qui est codée directement. Donc, c'est notre façon d'interagir avec notre corps qui va faire que la maladie s'exprime ou pas, ou qu'elle s'exprime plus ou moins. Et la deuxième chose importante, c'est que ton patient, il dit en quelque sorte qu'il a tout essayé, mais déjà, il a essayé uniquement des approches passives, c'est-à-dire qu'il est allé voir des thérapeutes dans une vision un petit peu duel de la maladie où en fait je suis le malade et en face j'ai le thérapeute et le thérapeute doit m'apporter le soin. Et que ce soit dans la médecine moderne ou dans les médecines parallèles, on a souvent cette idée qui reste présente que en fait on dépend du thérapeute et qu'on doit recevoir le soin de façon passive. Et en fait que la médecine soit systémique, globale comme la médecine chinoise ou qu'elle soit analytique et précise et technique comme la médecine moderne, dans les deux cas, si on adopte cette vision des choses, on risque de se retrouver passif et absolument pas actif, absolument pas acteur de son corps et de sa santé. Et bien souvent, dans les pathologies comme ça, un peu complexes et systémiques, c'est justement ce qu'on fait de notre corps qui va faire la différence. Et donc, c'est bien un travail de fond sur sa propre hygiène de vie. Et alors après, on pourra en parler. Il y a plein de manières de rentrer dans une pathologie inflammatoire auto-immune. Mais en tout cas, de prime abord, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir ce renversement de la vision des choses en se disant je ne vais pas voir le thérapeute pour qu'il me guérisse, mais je vais agir pour ma guérison. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors bien sûr, je te rejoins hein, je suis parfois un petit peu dur avec les patients en leur disant qu'on mérite ce qu'on a, dans le sens où effectivement, euh, en tout cas pour cette pathologie, cette maladie auto-immune, donc où c'est son propre système immunitaire qui se met à attaquer nos articulations, et là dans son cas à lui de la colonne vertébrale, en tout cas pour l'instant, ça se limite à la colonne vertébrale, effectivement. De, de lui poser simplement la question, déjà, depuis quand ça s'est installé, donc depuis 5 ans, voilà, quelle était son activité, ou son activité professionnelle et aussi sa manière de vivre, d'être, de manger. Qu'est-ce qui a pu se passer il y a 5 ans pour que, voilà, quel était le contexte d'apparition
Tout simplement savoir s'il y avait eu un changement d'hygiène de vie, une sédentarité qui était apparue, ou plus d'activité, ou qui entraînait par exemple des changements aussi d'alimentation, avec un travail qui est pas simple, hein. Cuisinier, on est dans la nourriture toute la journée, mais on est décalé du rythme de vie des autres, hein, puisqu'on travaille souvent quand les gens, à l'inverse, eux, se posent. Donc déjà de comprendre en fait quelle était la situation de la personne, sa situation au moment où en tout cas les premiers symptômes se sont déclenchés. Et effectivement, voilà, de lui ouvrir l'esprit sur le fait que ça soit pas quelque chose qui soit génétique et que ça soit pas de chance. Parce que pourquoi ça s'est déclenché il y a 5 ans, il a 40 ans et donc pas il y a 15 ans, 20 ans, où il en était, qu'est-ce qu'il faisait de sa vie, quels étaient ses objectifs, quelles étaient ses déceptions, ses frustrations. Donc sur l'aspect, on va dire, un peu plus émotionnel, mental, comme approche. Quelle était son activité? Alors bien sûr, hein, on retrouve, je suis cuisinier, je piétine, je suis fatigué tout le temps, j'ai 2 services par jour, donc dès que je peux, je me repose. C'est-à-dire je fais rien, je regarde la télé, ou je suis derrière un écran de toute façon, quel qu'il soit. Voilà, c'était la situation. Et donc l'alimentation, alors là, c'était quelqu'un qui est de culture, on va dire maghrébine, donc, mais qui n'est pas du tout pratiquant. Donc, il n'y avait pas de contexte de pratique particulière par rapport à une culture ou une religion. Donc, voilà, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a plutôt tendance à aimer manger gras, manger sucré, voilà, il adore faire des pâtisseries, donc il en consomme énormément. Donc voilà le contexte à l'époque. Voilà, ça se déclenche à ce moment-là. Okay. Donc ma vision des choses, effectivement, c'était de l'amener à se poser des questions. Voilà, quelle était sa vie et qu'est-ce qu'il a changé depuis. Et aujourd'hui, il est arrivé, en fait, rien n'a changé. Il est à l'arrêt. Donc il ne travaille plus. Il pâtisse énormément des pâtisseries arabes pour beaucoup d'associations, donc en bénévolat et tout. Et voilà, mais son activité, c'est essentiellement la télé, quoi, et les pâtisseries quand il a des contrats. Voilà la situation. Donc, Quentin, qu'est-ce que tu lui proposerais, toi, déjà spontanément comme première Alors là, il y a tous les axes de travail qui sont intéressants. Moi, je mettrais d'abord le focus sur l'alimentation parce que dans toute pathologie inflammatoire, il y a un réel enjeu au niveau de l'alimentation. On peut vraiment transformer beaucoup de choses avec des pratiques comme le jeûne intermittent ou en faisant attention à certains aliments, en essayant de retirer certains aliments un par un. Parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, ça peut être que le sucre qui déclenche ça. Parfois, ça peut être une protéine particulière. Et donc, en faisant des sélections comme ça, en fait, on peut tomber sur quelque chose de très significatif et qui n'est pas vraiment coûteux en termes de changement dans la vie. Je te coupe, est-ce qu'il y aurait des aliments anti-inflammatoires? Alors, il y a plusieurs façons de travailler sur l'inflammation avec l'alimentation. Plus que des. Alors, il y a des aliments anti-inflammatoires, hein, notamment les aliments qui sont dits antioxydants. Ils ont des propriétés intéressantes, mais plus que ça, moi, je me tourne vers la compréhension de qu'est-ce qui est susceptible soit d'enclencher l'inflammation, soit de la faire perdurer. Et ça, il y a plusieurs choses. Donc, il y a, selon moi, le rapport acide-base qui est très important. Donc, dans l'alimentation, il faut avoir un rapport équilibré entre les aliments qui ont un pouvoir qui est acidifiant et à côté de ça, les aliments qui ont un pouvoir alcalinisant. Globalement, tout ce qui est acidifiant, c'est les protéines, les céréales et puis tous les aliments industriels. Et à côté de ça, on a les aliments qui ont un pouvoir alcalin. Et ça, c'est plutôt les fruits et les légumes parce qu'ils contiennent beaucoup de minéraux. Et quand il y a ce rapport qui est défavorable et qui est trop important en aliments acidifiants, et ben, ça peut générer des problématiques inflammatoires parce que le corps essaie de surcompenser. Il y a ce même rapport complexe au niveau des lipides, donc les histoires des oméga 3 et des oméga 6, qui sont des formes différentes
de molécules lipidiques, donc de graisse en fait. Et là, c'est pareil, on a les oméga 6 qui, alors, tous les deux ont des propriétés, un grand nombre de propriétés, mais qui sont à chaque fois antagonistes, c'est-à-dire opposés et complémentaires. Par exemple, les oméga 6, ils sont là pour promouvoir l'inflammation, permettre que l'inflammation se déclenche bien. Et les oméga 3, à l'inverse, ils ont un rôle inhibiteur qui permet de contrôler et de ralentir l'inflammation. Et là, c'est pareil, dans l'aliment occidental, on a tendance à avoir un rapport trop déséquilibré parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oméga 3. Et donc, des aliments riches en oméga 3 ou qui ont un rapport intéressant oméga 3, oméga 6 peuvent être intéressants pour limiter les processus inflammatoires. Et donc, il y a tous les poissons gras, notamment les petits poissons, maquereaux, sardines, les noix. Certaines huiles végétales aussi ont un rapport intéressant, comme l'huile de colza ou l'huile de lin. Voilà. Et puis, en fonction aussi du type de viande qu'on mange, de la viande ou même du fromage qui provient de vaches qui ont été élevées dans des contextes où elles ont mangé principalement de l'herbe, et ben elles vont produire beaucoup plus d'oméga 3 naturellement dans leurs protéines, alors que des vaches qui sont nourries au grain, au maïs, au soja ou au blé, et ben, vont avoir tendance à faire du lait et à faire de la viande beaucoup plus riche en oméga 6. Donc, c'est une problématique du coup globale à ce niveau-là. Mais voilà, ça, c'est deux gros axes. Alors, je t'arrête un tout petit peu là pour compléter. Effectivement, les dernières études là montreraient effectivement. Alors, l'ANSES, elle conseille l'Agence nationale au niveau alimentaire, des conseils nutritionnels et de la santé. Il conseillerait un rapport de 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. La réalité, apparemment, ça serait plutôt, faudrait équilibrer 1 pour 1. Ça serait plus ça l'approche de la santé. Et pour donner une petite information, les gens qui font attention à ce qu'ils mangent, c'est-à-dire qui ont plutôt tendance à choisir des plats non transformés, à manger le maximum de choses fraîches et tout ça, apparemment les études montreraient qu'on serait à 1 sur 20 aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, le problème, c'est que les oméga 6 sont aussi d'excellents conservateurs. Ouais. Et quand on mange certains produits avec des conservateurs, il y a beaucoup d'oméga 6 dedans. Et donc, effectivement, voilà. Donc, comme tu disais, a priori, quand même, il est très, très important des aliments que tu as conseillés avec des oméga 3. Il y a aussi, effectivement, tout ce qui peut être les graines, hein, chanvre, chia, qu'on peut mettre dans ces salades, ces choses-là aussi. Il est vraiment important d'en consommer quotidiennement. Parce que l'alimentation moderne, et je ne parle pas de l'alimentation moderne industrielle, hein, mais elle est déjà trop chargée en oméga 6. Donc voilà pour le côté, voilà, pour rebondir un petit peu là-dessus. Je te laisse continuer sur cette approche d'équilibre alimentaire et d'acide base. J'ai lu la même chose que toi, là, ce rapport plutôt de 1 à 20 présent dans l'alimentation française, et aux États-Unis, ça va jusqu'à un rapport de 1 à 40. Et donc, on voit que là, c'est principalement dû à l'alimentation industrielle, en fait, tous les aliments transformés, et comme tu dis, parce qu'il y a beaucoup de conservateurs à l'intérieur, quoi. Donc ça, c'est l'axe un peu fondamental. Et puis, pour que l'organisme il soit capable de gérer efficacement l'inflammation, donc l'inflammation, c'est un processus naturel dans le corps, donc qui est absolument nécessaire, hein. Mais comme tout processus, ça nécessite de l'énergie et un mode de fonctionnement. Il faut que la machine ne soit pas rouillée. Et donc, ça peut être important de faire un reboot de la machine, de la décrasser, de faire en sorte qu'elle fonctionne correctement pour qu'elle puisse gérer ces périodes inflammatoires de façon efficace et efficiente. C'est là que le jeûne intermittent ou que le jeûne plus ou moins long rentre en scène, parce qu'il permet justement de rétablir ce système-là de façon assez rapide en offrant du repos à tout ce système digestif qui est souvent en sursollicitation parce qu'on mange en espaçant très peu nos repas, et ce qui fait que voilà, ce système digestif est souvent en surcharge de travail. Et donc ça, c'est un super axe aussi de modification en essayant de manger moins souvent, donc de s'offrir des périodes de jeûne un peu plus longues, jour par jour. Eh bien, on permet à la machine de se restaurer et d'être beaucoup plus efficace dans ses processus de digestion et dans ses processus métaboliques
dont l'inflammation fait partie. Et autre chose, pour rester dans la vision métabolique du problème, l'inflammation, elle est aussi fortement corrélée à notre système nerveux autonome. Donc, on a deux grands systèmes dans le corps humain, le système nerveux volontaire qui nous permet de bouger de façon consciente, et puis on a le système nerveux autonome qui, lui, commande tout ce qui se passe à l'intérieur du corps sans que nous, on ait besoin d'intervenir, et il le fait tout seul. Et donc, il fait ça à travers la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Et souvent, les difficultés émotionnelles ont une origine ou un impact, puisque c'est une boucle de rétroaction, donc c'est la même chose en fait, sur ce système nerveux autonome. C'est-à-dire que les processus à l'intérieur du corps, notre système nerveux qui gère les choses à l'intérieur du corps, tout seul en autonomie, eh ben, il va s'activer ou s'inhiber en fonction de notre état émotionnel. Et donc, pour que les processus à l'intérieur du corps se passent correctement, eh bien, c'est important que les émotions soient régulées correctement également. Et si on se fait envahir par nos émotions, il est possible qu'il y ait une activation un peu anarchique de ce système nerveux autonome qui engendre ou qui amplifie des problématiques inflammatoires déjà présentes. Tout à fait. Aujourd'hui, grâce à, bien sûr aux études biologiques en médecine, neurosciences, on comprend par exemple, puisque tu parles d'émotions, là évidemment, on va parler plutôt d'émotions négatives, hein, même si les positifs ont aussi un inconvénient. Hein. C'est pas l'euphorie, la joie, voilà, ça aussi, ça entraîne certaines choses. Mais en tout cas, certainement avec moins d'impact que les émotions négatives. Il est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on parle de système immunitaire, en tout cas dans cette première question sur la pathologie de dos. On sait très bien qu'aujourd'hui, les émotions négatives, par un système justement autour de ce système neurologique autonome, va déclencher des réactions hormonales via le cortisol et autres hormones qui malheureusement, quand on maintient ce stress, ces émotions négatives, n'est plus régulé et qui est un des grands destructeurs du système immunitaire. Je vous laisse imaginer dans le contexte actuel avec la pandémie qu'on traverse, ce que malheureusement le stress ambiant et le stress que chacun vit déclenche aussi en chaque personne au niveau du système immunitaire. Donc effectivement, le rôle important de ce système nerveux autonome et du système hormonal, qui de toute façon sont très liés. Donc l'aspect des émotions, effectivement, capital aussi, en tout cas à aborder. Et suivant les compétences de la personne qui va vous accompagner, en tout cas d'aller essayer de traiter, quoi. Ça me fait penser à un dernier axe de travail aussi, puisque quand on parle d'inflammation, on visualise bien un feu en train de cramer. Un des exercices ou un des axes de travail que je propose aux patients, c'est de travailler avec le froid. On sait que le froid est anti-inflammatoire. Les sportifs, ils l'utilisent bien souvent en récupération. On utilise le froid pour limiter l'inflammation localement quand on se fait une entorse, par exemple. Et de manière globale, ça marche très bien aussi avec l'exposition sous les douches froides ou les bains froids. Ça engendre une réaction interne, donc du système métabolique, qui est contrôlable et du coup qui nous permet d'avoir une meilleure sensibilité au niveau interne de nos réactions métaboliques. Et il y a des patients qui décrivent vraiment physiquement le fait de sentir, quand ils se mettent sous la douche froide, que ça éteint le feu, quoi. Donc ça éteint l'inflammation, comme si il y avait un soulagement intérieur et pas seulement une réaction extérieure du corps au froid. Et puis évidemment, ce feu intérieur, il fait penser, moi en tout cas, il me fait fort penser à l'émotion de colère. Et bien souvent, des personnes qui vivent dans la colère au quotidien et voilà, qui ont cette chronicité de la colère peuvent déclencher des pathologies très inflammatoires. Et je trouve que c'est souvent corrélé, quoi. Ouais, je te rejoins énormément là. C'est une des questions que je pose. Alors là, pour rester sur le sujet de la spondylarthrite, c'est quel pourrait être l'intérêt d'avoir une réaction inflammatoire?
oxydulante. C'est-à-dire, quel est l'avantage d'une réaction inflammatoire? Bien sûr, c'est une question un peu difficile parce qu'il n'en voit pas, vu qu'il souffre. Mais effectivement, en travaillant un petit peu sur le questionnement, c'est-à-dire, OK, alors, comme tu le dis, hein, je lui dis: «Ça inflammatoire, ça vous évoque quoi? Le feu, OK, et le feu pour vous, ça représente quoi?» Et ben, la chaleur, l'intensité, le fait de se brûler, et donc de rentrer dans ce questionnement, OK, et qu'est-ce que la chaleur pour vous? Voilà, bah, c'est important, la chaleur, familiale, la chaleur, et là, on arrivait sur des problèmes de relations familiales et tout qui étaient quand même bien présentes. Donc c'était pas inintéressant, d'aller creuser là-dessus, de voir que finalement la réaction inflammatoire, elle était peut-être pas non plus innocente par rapport à un besoin de chaleur intense, de Mmh. réaction, et qu'au bout du compte, il n'est pas à négliger aussi cet aspect émotionnel-là. Effectivement, dans l'abord non pas du symptôme, mais de la problématique, même si c'est le point de départ, on doit partir du particulier, c'est-à-dire de la plainte, si je puis dire, mais ne pas oublier qu'il faut aller vers du général, c'est-à-dire vers l'être humain qui est là, et pas simplement sa pathologie. Mmh. Et du coup, je vais rebondir sur une question aussi, qui me pose, c'est, puisque toute activité me fait mal, est-ce que je dois, quand même essayer de pratiquer une activité physique ou du sport avec, cette pathologie? Hem, alors avant de répondre à cette question, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais parce que, c'est un point central selon moi dans les problématiques chroniques. Par exemple, si, on prend les accompagnements qu'on a, purement psychologiques de certaines personnes qui viennent nous voir pour une problématique précise, sans qu'il y ait forcément de douleur physique associée. Et ben, on s'aperçoit toujours que la problématique est là depuis un certain temps et que, en fait, depuis qu'elle est ancrée, elle a des avantages à être là. Elle a ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, qui sont, comme tu dis, bien souvent cachés. La personne a du mal à les voir. Et pourtant, c'est absolument fondamental d'arriver à les regarder. Donc, avec un questionnement bien placé, puis avec du temps, on arrive quand même à faire prendre conscience ou à prendre conscience soi-même des intérêts, même s'ils nous paraissent minimes, à rester dans cette situation. Et une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant et de passer cette problématique et de trouver des solutions, quoi. Et je dirais que pour les problématiques de douleur physique, à partir du moment où il y a de la chronicité, il y a aussi cette question-là qui se pose forcément à un moment. Quels sont les bénéfices secondaires à ressentir de la douleur physique? Parce que la douleur physique, c'est comme la douleur émotionnelle ou psychologique, elle a aussi une raison de s'installer. Et tant qu'on n'a pas bien identifié cette raison, c'est difficile de pouvoir traiter correctement le problème, puisqu'il faut d'abord faire le deuil de ce qu'on cherche, ou en tout cas trouver une solution différente pour obtenir ce que l'on cherche à travers le symptôme douloureux. Euh, du coup, ta question, c'était... C'était par rapport à l'activité physique. Est-il possible pour moi de pratiquer une activité physique ou sportive, puisque toute action, toute mobilité que j'entreprends me génère, souvent plus de douleur Ouais, que le repos? ouais. Alors, selon moi, oui, même si c'est difficile la meilleure façon d'y arriver, c'est d'y aller progressivement, de commencer avec des tout petits mouvements. Mais, à plein de niveaux, le mouvement et l'activité physique en général, elle a, des bénéfices sur les problématiques articulaires. D'abord parce que le mouvement permet d'entretenir l'articulation et d'envoyer des signaux au corps de réparation. C'est-à-dire que si cette partie est en mouvement dans le corps sait qu'il doit consacrer un peu d'énergie à la maintenir en vie, puisqu'elle a une utilité. Alors que si on ne bouge plus, eh ben, le corps, pour lui, c'est une partie qui ne sert à rien, donc il peut la laisser mourir, il n'y a pas de problème. Donc le mouvement a vraiment ce rôle-là. D'ailleurs, on le voit dans les disques vertébraux, un disque qui n'est pas suffisamment sollicité, ou même un os qui n'est pas sollicité, pour les mecs qui partent dans l'espace, eh bien, c'est un os qui meurt petit à petit. Donc, fondamental, rien que le mouvement. Et puis, bien souvent, dans les problématiques articulaires, on a les muscles profonds qui sont complètement désengagés. C'est-à-dire que tout autour de l'articulation, il y a des muscles qui sont des structures actives qui permettent de maintenir l'articulation dans un état fonctionnel. Et c'est la même chose, quand on bouge moins, et bien ces muscles-là s'atrophient, ils deviennent moins puissants,
Et du coup, à chaque fois qu'il y a un micro-mouvement ou à chaque fois que l'articulation est mise en mouvement par des contraintes extérieures, ben ces muscles-là ne peuvent pas remplir leur job. Du coup, l'articulation est vachement douloureuse parce qu'elle n'est pas bien coaptée, elle n'est pas bien en place. Et donc, il y a un réel enjeu à travailler sur ces muscles posturaux et à les renforcer de façon à ce que l'articulation soit stable et qu'elle soit saine, quoi. Je te rejoins complètement. J'ai lu là, tu vois, je cherchais l'article sur Science et Avenir aujourd'hui. Là, c'est l'ANSES, là, donc toujours cette agence nationale là, pour la santé. Ils viennent sur une étude 2016-2017, ils ont établi qu'il y avait 95% de la population française qui était en sous-activité, qui présentait un risque pour sa santé. 95%. C'est-à-dire, ils ont juste exclu sur l'étude les femmes enceintes et comment les toc, 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 je ne sais plus quoi, mais enfin voilà, ils avaient exclu deux choses comme ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en France, que 5% de la population qui a une activité physique suffisante qui ne l'expose pas à des problèmes de santé. C'est un chiffre, donc c'est des études de 2016-2017, ça vient de sortir d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Évidemment, bon après l'étude, on peut la trouver sur, je pense, le lien de Science et Vie. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement, et ils expliquent bien que justement, l'activité physique, la sous-activité, donc 95%, hein, c'est quand même énorme, la population génère des problèmes de santé. Est-ce que tu pourrais du coup rebondir là-dessus et expliquer un peu quels sont les bénéfices, les intérêts de l'activité physique? Qu'est-ce que ça apporte Alors, bien pour la sûr, hein, santé? quand on parle d'activité physique, on n'est pas obligé de parler de sport, il faut le Ouais. savoir. Premièrement, c'est-à-dire que l'activité physique, les conseils seraient, si je me trompe pas, ça serait de 2 heures et demie d'activité physique minimum, hein, on est d'accord, par semaine. Donc, ça fait même pas une demi-heure par jour. Moi, je pense que c'est un peu sous-évalué, mais en tout cas, c'est les consignes. Donc, c'est simplement là pour permettre le fonctionnement correct du corps. C'est-à-dire, l'entretien, évidemment, vous imaginez bien, des capacités de mouvement. Jamais oublier que le système articulaire, le système musculaire, tout ce qui est de mouvement, n'a pas de fonction vitale a priori vraie. C'est-à-dire que des gens tétraplégiques ne meurent pas. À partir du moment où ils sont alimentés, sondés, voilà, l'activité physique, le mouvement n'est pas quelque chose de totalement vital. Faut pas non plus raconter n'importe quoi. Mais par contre, cependant, voilà, il participe quand même au fonctionnement au bon fonctionnement de tout, de l'ensemble des autres fonctions, c'est-à-dire organique, au niveau digestif, au niveau, bien sûr, j'allais dire émotionnel, mais autant dans le lien qu'on peut faire avec les rencontres qu'on peut faire, le fait d'être dehors avec les besoins d'ensoleillement, l'oxygène, les fonctions pulmonaires. Hein. Quand je parlais d'organique, je parlais évidemment aussi pas que du système digestif, mais le côté respiratoire, le côté bien sûr cardiaque, c'est-à-dire la machine, quoi. Qui nous met en mouvement tout ça. Bien sûr, les liens avec comme on disait tout à l'heure, les besoins alimentaires, c'est-à-dire qu'une activité physique régulière, en général, permet aussi de générer des besoins alimentaires et qui vont être comblés avec, j'allais dire, plus d'intérêt sur la santé, hein, bien sûr. Hein, jamais oublier l'intérêt que le problème de l'alimentation, elle, sera toujours une question de plaisir. Mais voilà, pour moi, l'activité physique, c'est quelque chose qui est capital dans le lien que ça fait avec le reste, c'est-à-dire ce que tu abordais tout à l'heure, c'est-à-dire autant les émotions, le mental, que la nutrition. C'est effectivement aussi le moyen de mise en relation avec le milieu extérieur. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure que si on était tétraplégique, on ne mourrait pas, c'est vrai, à partir du moment où on était nourri et ça. Mais malheureusement, le lien avec le milieu extérieur se fait essentiellement grâce au mouvement, à l'activité. Donc il y a quand même ce côté aussi très, très social dans l'activité physique qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent, elle nous amène effectivement à bouger de chez soi, hein, même si on peut pratiquer
voilà, à l'intérieur. Donc voilà, c'est 2 heures et demie par semaine le minimum. Et on est d'accord, ça c'est pour une personne lambda, pour ne pas commencer à avoir des soucis de santé conséquents. Ça varie en fonction de l'âge. Effectivement, les besoins physiques d'un enfant ne sont pas ceux d'une personne âgée. C'est pour ça que je vous parle de ces 2 heures et demie qui sont, à mon sens, je ne sais pas basées sur quoi, très honnêtement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Hein, c'est voilà. Ouais, c'est directive de l'OMS. Tu dirais souvent une question qui vient, peut-être tu pourrais y répondre. On me demande est-ce que c'est mieux de dépenser ces 2 heures et demie par des petites séances tous les jours ou plutôt une fois ou deux dans la semaine des grosses séances? Alors, moi, personnellement, c'est mon avis, je pense qu'il vaut mieux une forme de régularité qu'une forme de surintensité. Quand on parle de santé, d'accord, hein, là, nous parlons de santé. Quand on parle maintenant de recherche de performance physique avec des objectifs qui peuvent être totalement différents, là, effectivement, ça peut demander une adaptation particulière. Et effectivement, ça va dépendre aussi de l'activité professionnelle en dehors, c'est-à-dire est-ce que c'est une activité physique par elle-même ou c'est une activité sédentaire, enfin, plus sédentaire, pardon. Donc, moi, je conseille plutôt une activité physique régulière. Donc, une demi-heure par jour, ça me paraît très, très bien. Pour la Ouais. santé, hein, on est d'accord. Ouais. Le problème de ce truc de dire 2 heures et demie par semaine, en fait, il n'y a aucune information sur l'intensité, effectivement, donc on n'en sait rien. Et c'est bien dommage parce que souvent, c'est un point clé quand même, l'intensité qu'on met dans son activité physique, parce que aller marcher une demi-heure en promenant son chien et aller faire 10 minutes de course à fond dans la montée, ça n'a pas du tout les mêmes impacts physiologiques sur le corps. Et en fait, on s'arrête trop souvent à cette explication quantitative de dire, voilà, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, c'est bien si il y a suffisamment en quantité. Mais bien souvent, l'intensité peut être très intéressante. Jouer sur l'intensité peut avoir des effets très intéressants. Et il est possible que dans certaines pratiques, pour la santé, pratiquer intensément une activité musculaire qui engage beaucoup de masse musculaire pendant 10 minutes, ça aura beaucoup plus d'effets positifs que d'aller marcher 1 heure dans sa journée. Même 5 minutes. En tout cas, je le vois chez certains patients qui sont en insuffisance musculaire, donc qui ont des muscles pas suffisamment puissants, qui engendrent des douleurs, notamment articulaires. Le simple fait de se remettre à bouger 5 minutes par jour ou tous les 2 jours, mais de façon très intense et bien maîtrisée, ça a un impact ultra significatif sur leur douleur, quoi. Alors que ils me disaient, mais pourtant, je vais travailler tous les jours à pied, je marche, je monte les escaliers. En fait, c'est pas suffisant pour les muscles, pour renforcer les muscles, et notamment certains muscles posturaux ou certains muscles qui ont cette capacité à travailler dans l'intensité, comme le haut du corps, les muscles du haut du corps. Si on ne les sollicite pas de cette façon-là, eh ben, on n'aura pas les effets bénéfiques associés. Voilà, et en tout cas, je te rejoins complètement sur les effets de l'activité physique. Hein. On se représente souvent le sport ou l'activité physique comme quelque chose de bénéfique sur le plan physique, donc sur le plan du corps, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, hein, il y a des effets métaboliques hyper importants, hyper intéressants sur la diffusion et le déclenchement hormonal aussi. Donc sur la régulation du processus inflammatoire, avec ce fameux cortisol qui est vachement mieux maîtrisé quand on fait de l'activité physique. La gestion de l'insuline aussi, la sensibilité à l'insuline est bien accrue, ce qui fait qu'on a besoin de sécréter moins d'insuline quand on mange du sucre pour autant d'effets, c'est-à-dire que le système est capable d'extraire aussi bien les molécules de sucre du sang pour moins de quantité d'insuline. Et ça, c'est fondamental parce qu'on s'aperçoit que les problématiques de diabète, de surpoids, qui sont fortement liées à cette insensibilité à l'insuline, ont des conséquences absolument fondamentales, hein, notamment avec le Covid. On voit que les patients qui meurent le plus du Covid, c'est les patients les plus diabétiques, les plus en surpoids, ceux avec un taux de sucre dans le sang le plus élevé. Donc c'est une problématique qui est centrale et l'activité physique a un impact là-dessus.
Et puis au niveau émotionnel également, tu l'as dit, hein, socialement, ça crée du lien. Je rajouterais que euh, le cerveau humain, il sert à agir, il sert à nous mettre en action dans l'environnement, et que on a une partie, on a tous cette partie animale en nous de notre cerveau qui gère les états d'urgence, les fameux états d'urgence de fuite, de lutte ou d'inhibition, et que ces états d'urgence-là, ils sont activés par le stress dans notre quotidien de façon inévitable, hein. On est tous stressés par des choses et notre cerveau reptilien, ce vieux cerveau, il réagit. Et donc, même si on peut limiter le stress avec la gestion du stress, avec tout le travail mental associé, je pense qu'il y a une énergie résiduelle qu'il faut dépenser inévitablement par le mouvement, par l'action, et que ça, la pratique sportive nous permet admirablement bien de le faire parce que c'est une pratique qui est encadrée par des règles et qui nous permet de décharger une énorme énergie instinctive. Et voilà, on est des humains, mais on a encore au fond de nous ce cerveau animal qui est nécessaire et qui déclenche ces états d'urgence. Et probablement que l'activité physique a un rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des commentaires ou des questions, hein, sur le chat là. C'est la meilleure chose, c'est on ne sait pas qui est là ou pas ce soir. On va être honnête avec vous. On n'a pas accès aux personnes présentes. Donc, si vous avez des questions directement, alors bien sûr, le thème là, c'est le thème de la soirée, pardon, c'était en finir avec ces douleurs quotidiennes au dos. Mais bien sûr, hein, c'est ouvert à quelque chose de plus large. Ça peut être des questions particulièrement très, très, très précises sur un contexte alimentaire, d'activité physique ou donc émotionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter du chat là pour nous poser des questions directement. Après, on peut continuer à vous donner quelques exemples, hein, ou quelques questionnements de certaines personnes. Là, on était parti sur donc, des douleurs quotidiennes de dos d'origine très inflammatoire, puisque là, on parle d'une maladie. Maintenant, on peut très bien avoir aussi des problèmes de dos liés à, à justement peut-être d'autres formes d'origine, de cause. Donc, Quentin, je ne sais pas si tu voulais parler, toi, d'une question Ouais, que tu posais. bah en fait, moi, ça m'aurait intéressé, puisque tu es là, du coup, de profiter de certaines de tes connaissances sur le décodage biologique, parce que je sais que tu es formé à cette approche et que c'est intéressant. On a un commentaire, là, on ira voir après. Est-ce que tu peux nous expliquer quel lien il peut y avoir entre une douleur qui est réellement physique, qui est ancrée dans le corps, et une émotion ou quelque chose de l'ordre du psychologique? Alors, pour moi, aujourd'hui, dans ma pratique, voilà, quand j'accueille un patient, donc qui arrive avec donc des douleurs de dos, on va rester dans cet exemple-là puisque c'est la thématique. Donc, la première chose que je lui demande évidemment, c'est où il a mal, comment, quelle intensité, quand, depuis quand. C'est-à-dire quand même un abord, on va dire, classique de l'anamnèse de sa douleur. Et puis derrière, enfin, je vais lui demander depuis quand, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait depuis, qu'est-ce qu'il a pu faire comme soin, comme action, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché. Auquel cas, s'il y a quelque chose qui a marché, qu'est-ce qui fait que peut-être il l'a arrêté, qu'il ne le fait plus. Voilà, donc tout ce qui est un petit peu naturel. S'il a des examens, évidemment, de me présenter des examens. Et, et très vite, en fonction des réponses, hein, bien sûr, ça varie énormément en fonction des réponses. L'intérêt la question que je vais poser, c'est OK, et qu'est-ce que représente, alors là, si c'est le mal à la colonne lombaire, je vais être précis, la colonne lombaire pour vous, qu'est-ce que représente le rachis, hein, tout simplement, ou il a une pathologie discale, qu'est-ce que c'est qu'un disque pour vous? C'est-à-dire, en fait, à quoi vous associez le tissu en souffrance ou l'organe en souffrance. Hmm. Et comme réponse sur le dos, je peux avoir, ben, c'est un peu l'axe de mon corps. C'est un peu comment, la charnière
si c'est le bas du dos, un peu la charnière Mm. de mon corps. C'est un peu, voilà, quand c'est les cervicales, c'est un petit peu pour m'orienter. C'est ce qui oriente ma vue, mes désirs. Voilà. Donc, j'ai un petit peu ce genre de réponse. Voilà, je dis OK. J'en dis, j'en pose la question effectivement, évidemment s'il y a quelque chose en rapport dans la famille aussi, hein, pour ne pas exclure le contexte héréditaire, mais pas héréditaire dans le sens où j'ai hérité du problème de dos de mes parents, de mes grands-parents, mais plutôt effectivement quelle, quelle est la place du dos dans la famille, Ouais. par exemple. Et en fonction de ça, par exemple, je vais lui dire, OK, ça a apparu quand? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se jouait pour vous à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait dans votre vie au niveau professionnel, au niveau privé, parental, au niveau de votre couple, voilà, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il y a eu des changements, un déménagement, ou des envies, voilà, s'est-il passé quelque chose de particulier? La réponse n'est pas très souvent évidente. Il y a des fois, oui, on va dire, ah oui, c'est effectivement au moment où on a décidé de changer de région, voilà, ou tout simplement quand j'ai perdu mon travail. Bon, il y a des facteurs très très nets et les gens vous disent oui, ah mais je sais qu'il y a une part psychosomatique. Ouais. Voilà. OK, donc ils l'ont identifié. Je dis OK, bah, puisqu'il y a une part psychosomatique, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, ça me dit que oui, alors ils vont me dire c'est pas le fait d'avoir quitté mon boulot qui va m'avoir déclenché une hernie discale. Donc la question que je leur posais, c'est comment vous saviez par exemple que vous n'aviez pas l'hernie discale avant? Et ça, effectivement, souvent, ils n'ont pas la réponse, puisque n'ayant pas de douleur d'expression, bah, ils ne le savent pas. Moi non plus, d'ailleurs, je ne le sais pas. Et donc, voilà, et je leur dis, OK, à quoi sert un disque pour vous? Alors, pour les gens, le disque, ils vont me dire, bah, c'est un espèce de coussin là, qui amortit. Pour prendre cet exemple-là, hein. Et la question que moi je vais rebondir, c'est je leur dis, OK, vous me parlez d'amortissement, est-ce que vous avez eu le sentiment dans votre vie, à ce moment-là, ou même encore aujourd'hui, de devoir amortir certaines choses? D'avoir des choses à amortir ou des choses qui ont été mal amorties ou malheureusement que vous n'avez pas suffisamment de force ou pour amortir certaines choses, un poids par exemple. Qu'est-ce qu'on amortit en général? Je peux poser comme question. Et c'est vrai que là, on commence à rentrer. Là, on a des réponses, souvent qui vont être ah oui, non, c'est vrai que là, si on parle d'amortissement, oui, là, je dois amortir constamment les problèmes scolaires des enfants. Oui, ça peut être quelque chose comme ça. OK, je dis OK, quel est le problème? Eh ben, je n'y arrive pas. Et effectivement, voilà. Et on va rebondir là-dessus en disant OK, et qu'est-ce que ça représente comme vous, comme poids, ça? Ah bah, si je pouvais me libérer de ce poids-là, ça me libérait peut-être effectivement d'un poids oui, que je porte sur mon dos. Et l'idée, c'est d'aller aborder aussi, de leur permettre de comprendre que finalement, si le soulagement qu'ils cherchaient se trouvait plutôt derrière l'émotion qui était évitée, qui n'était pas traitée, en prenant cette fameuse maxime, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et que finalement, ce qu'on n'exprimerait pas avec des mots MOTS, Ouais. il est peut-être plus facile de l'exprimer avec des mots MAUX. Mm. Voilà. Et donc, voilà, quand on parle d'axe de vie, bah, je dirais, est-ce que vous avez le sentiment, alors à ce moment-là, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être dans l'axe de votre vie par rapport à la colonne qui est une forme d'axe et tout ça? Et là, oui, je vais avoir tout un tas de réponses souvent en lien avec ça. Et très souvent, faut pas se mentir, c'est juxtaposé à l'apparition des douleurs, en tout cas l'intensité émotionnelle. Alors, bien Mm. sûr, l'idée n'est pas du tout de se dire, bah, allez, hop, on y va, on fait un travail sur les émotions et ça va vous soulager le dos, hein. Mais l'idée, c'est de prendre cette globalité que représente parfaitement ton programme, c'est-à-dire qu'on n'est pas segmenté, ça n'existe pas. On est un tout, tout est en lien. Et ce qui est très, très, très curieux, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté, quand les gens ont des grosses douleurs de dos, avec d'autres choses aussi, et que je leur dis, OK, ils arrivent avec un tableau vraiment très inconfortable, et que je leur demande, par exemple, sans savoir ce qui est juste ou injuste, vrai, faux, véridique, comment justifier ou pas, bien, mal, voilà. Je leur demande la question, c'est si vous deviez régler quelque chose en priorité, Mm. qu'est-ce que ce serait? Et j'ai très rarement,
très, très, très rarement la pathologie pour laquelle ils sont venus me voir. Ouais. Très, très rarement. Ça, c'est vraiment plus souvent un problème émotionnel profond qui les pèse. Et je leur dis, alors, est-ce que finalement, vous n'auriez pas la réponse pour trouver un soulagement? Effectivement, cette réponse, et là, on est bien d'accord, hein, je veux tout de suite mettre les choses au point. Pour moi, l'émotionnel, c'est le chef d'orchestre et qui va devoir choisir une solution, une ressource à un moment qui dysfonctionne. Et effectivement, cette ressource, il va pouvoir la trouver dans la suractivité physique ou dans la sous-activité physique. Il va pouvoir le trouver dans le fait de renier ses émotions, de les cacher ou en tout cas de ne pas les exprimer. Il va pouvoir le trouver dans un besoin d'activer une ressource, dans le plaisir, c'est-à-dire une alimentation qui, on sait très bien, le pouvoir du sucre, le pouvoir des mauvaises graisses. Et ce comportement-là, est peut-être plus le point de départ d'un problème, on va dire, de mécanique, en tout cas exprimé comme ça, de dos. Mais ça ne veut pas dire que ça l'est systématiquement. Hein. C'est pour revenir dans le fait que pour moi, l'émotion, c'est quand même le chef d'orchestre qui va souvent déterminer une action, un comportement. Et que, comme je vous disais tout à l'heure, où je disais on mérite ce qu'on a, est-ce que finalement, ça ne serait pas nos comportements qui généraient une pathologie? Et en particulier, effectivement, dans le décodage biologique, certaines émotions généraient plus facilement certaines pathologies, plutôt de colonne, d'autres plutôt des tendinites, d'autres plutôt des problèmes organiques. Mais comme j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout est lié, finalement, on peut y trouver une multicausalité. Ouais. Voilà, pour Est-ce répondre à cette question. Est-ce que du coup, toi, ça t'est déjà arrivé de travailler uniquement sur le volet émotionnel ou psychologique et d'avoir une amélioration ou une guérison du symptôme physique? Alors, de faire que ça, non, parce que les gens viennent quand même essentiellement pour moi, pour ma qualité de kinésithérapeute et d'ostéopathe. Alors, sachant que la démarche que tu disais tout à l'heure, c'est de confier sa santé à un thérapeute, c'est pas qu'elle est ancrée, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne la médecine en France. Hein. Donc, c'est la médecine légale, enfin légale, pas dans le sens légiste. Hein. C'est la médecine telle qu'elle est, voilà, telle qu'elle est remboursée, telle qu'elle est envisagée. Donc, cette médecine-là, elle a toute sa place. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne suis pas contre une médecine allopathique de traitement de symptômes, mais je ne pense pas qu'elle est capable de dire j'ai tout guéri, je guéris tout et je guérirai tout. Quoi. Elle a une place, mais elle n'a pas. C'est pas elle qui devrait occuper toute la place. Voilà. Et donc, d'avoir l'approche par la douleur, par exemple du dos vers moi, non, je l'ai jamais eu. Par contre, effectivement, d'avoir une approche plus dans mon activité d'accompagnement mental, psychologique, émotionnel, de coaching, d'avoir des réactions d'ailleurs qui me disent, alors je vous en avais pas parlé, mais alors depuis que au niveau émotionnel, là, j'ai compris comment je fonctionnais, en tout cas j'ai atteint cet objectif de plus renier et de plus éviter mes émotions, je n'ai plus du tout de problème digestif, ou je n'ai plus du tout mal à la tête, ou je n'ai plus du tout mal au dos, en rapport avec ce soir. Voilà, Ouais. mais plus dans une constatation secondaire que encore dans une démarche de prise de conscience qu'effectivement, ma douleur physique serait peut-être effectivement grandement, en tout cas, en rapport et avec une origine émotionnelle. Non, j'ai pas encore eu ça, cette démarche-là. Mais je pense que c'est parce que c'est un peu trop neuf dans ma pratique aussi. Ouais. Ok. Ça m'intéresserait après d'avoir la vision plutôt de la grille de lecture ostéopathique sur le lien avec les émotions. Peut-être on peut d'abord répondre à la question là, qui est sortie dans les commentaires. Sur les compléments alimentaires, qu'est-ce qui peut être intéressant de prendre? Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà, il faudrait compléter la question parce que si on prend des compléments alimentaires, c'est pour quelque chose, c'est pour un but. Et en général, on peut orienter beaucoup plus facilement, s'orienter spécifiquement vers souvent des micronutriments, des micro-aliments à partir de ce qu'on veut changer ou d'un problème spécifique. Mais si la question elle est de manière générale pour la santé, déjà la première chose que je dirais, c'est que les compléments alimentaires, c'est souvent des choses qu'on trouve dans l'alimentation, mais du coup qui sont mises
en médicaments sous format un peu ultra concentré. Bourgeons de cassis réduisent l'inflammation. Voilà, donc c'est effectivement ça. Un complément alimentaire a un objectif en soi, donc il ne faut jamais le décorréler de sa problématique et de ce qu'on souhaite faire avec. Mais voilà, le complément alimentaire n'est ni plus ni moins qu'un nutriment extrait et compacté en quantité importante. Le problème de ça, c'est que dans la nature, les micronutriments et les nutriments de manière générale sont toujours associés de façon complexe dans l'aliment dans lequel ils sont synthétisés. Et c'est pas un hasard parce que ça permet une meilleure absorption de ces nutriments par le système digestif. Parce que absorber un nutriment, c'est pas simplement avoir le nutriment dans son tube digestif, c'est très complexe les mécanismes d'absorption et il y a un environnement au sein du tube digestif qui fait que la diffusion va être efficiente ou pas. Et donc bien souvent, les compléments alimentaires, c'est prendre des nutriments très concentrés pour beaucoup de pertes finalement, puisqu'on va en absorber assez peu. Voilà. Malgré tout, ça peut rester intéressant dans certaines situations. Souvent, on manque de vitamine D. La vitamine D en gélule, c'est assez efficace. La vitamine C également, sans trop de risque de surdosage. On peut a priori prendre beaucoup de vitamine C sans que ça engendre de problématiques secondaires. Et puis, on parlait des oméga 3 tout à l'heure. Malheureusement, on a souvent des difficultés à avoir suffisamment un bon équilibre oméga 6, oméga 3. Et donc, les apports en oméga 3 peuvent être intéressants. Voilà, selon moi, jamais sur le long terme, puisque ça peut fonctionner par cure, mais s'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre alimentaire, et donc c'est plutôt ça qu'il faut changer dans le fond. Mais effectivement, il y a certains cas où ça peut être intéressant. Je ne sais pas quel est ton point de vue, Thierry, là-dessus. Alors moi, je te rejoins complètement, et c'est pour ça que je fais souvent la différence entre complémentation et supplémentation, dans le sens où complémentation, très souvent, moi-même hein, d'ailleurs à une époque par rapport au sport, c'était à la place finalement. C'est-à-dire que c'était plus facile de prendre un shake de protéines que de manger je sais pas, du blanc de poulet ou du poisson ou des œufs, voilà, parce que ça gagne du temps, c'est pratique, ça se transporte facilement, voilà. C'était plus facile effectivement de prendre des compléments vitaminés ou du magnésium, voilà. Et là, effectivement, en ayant pris conscience que, comme tu l'as très bien expliqué, ça ne fonctionne réellement qu'à partir du moment où c'est associé à des enzymes, des minéraux, d'autres oligo-éléments contenus dans le produit de base, dans le cassis par exemple, voilà, qu'effectivement les fruits rouges, comme ça les petits fruits rouges ont des pouvoirs antioxydants très très importants, hein, on le sait. Voilà, donc je pense que prendre en supplément ça peut aider parce que si on mange déjà ce qu'il faut, bah, on aura justement ces oligos, ces minéraux, ces enzymes qui sont déjà présents, comme tu l'expliquais, dans le sang et qui vont permettre peut-être effectivement de fixer un peu plus ce qu'on a mis en supplémentation. Mais si c'est de la complémentation à la place de, ça ne fonctionnera pas. Si vous allez nourrir tous ceux qui le fabriquent, parce que c'est un marché phénoménal qui fonctionne, mais honnêtement, comme dit Quentin, vous allez en perdre énormément, voire même, je pense, sur certaines choses, pas du tout les fixer, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est très compliqué. Hein. Souvent, on confond en plus, voilà, on en manque dans le sang, mais voilà, par exemple, le magnésium sanguin, c'est 1% de ce qui est contenu dans le corps. Tout le reste est intracellulaire. Donc imaginez que vous ayez pris du magnésium et qu'il y en ait suffisamment dans le sang, ça ne veut pas dire que vous en avez assez dans vos cellules, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc effectivement, je prône complètement, je rejoins Quentin, pardon, sur le fait que d'abord on s'assure d'avoir une alimentation équilibrée, j'allais dire logique par rapport à son état d'être humain. Voilà, de ce qu'on doit consommer en tant qu'être humain, même si on est omnivore. Moi, je dis souvent, on est quand même plus proche du singe que du lion. Donc voilà, effectivement, les fruits et les légumes, ça devrait être une grosse base de notre alimentation, notamment grâce aux vitamines, mais comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'alcalinité de ces aliments-là. Qu'on me dit, oui, mais pour être fort comme un bœuf, il faut bien manger de la viande. Ben, je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il mange le bœuf, lui?
pas de la viande, donc c'est de l'herbe, donc ça n'empêche pas d'être fort. Que j'irais pas dire à un gorille ou un chimpanzé qui se rapproche plus de l'être humain, quand même, peut-être qu'ils sont pas forts. Et pourtant, eux, en théorie, leur alimentation, c'est quand même essentiellement basé sur des plantes, fruits, voilà, des feuillages et tout ça. Donc voilà, je ne suis pas du tout contre les compléments, mais comme tu le disais, obligatoirement associés avec les aliments qui vont générer une meilleure fixation de ces compléments-là. Ouais. On a une autre question sur l'association entre une pathologie digestive, une MICI, et une problématique articulaire de spondylarthrite. Déjà, là, c'est intéressant de voir que les deux apparaissent en même temps, parce qu'en fait, c'est deux pathologies hyper inflammatoires. Donc, probablement que c'est quelque chose de global, la problématique inflammatoire dans le corps, et que la pathologie digestive ou articulaire sont des formes de symptômes, de manifestations d'un problème sous-jacent, qui est un problème inflammatoire, de régulation inflammatoire. Donc, comme on l'a dit, sur les pathologies inflammatoires, retravailler sur ces rapports, le rapport oméga 3, oméga 6, retravailler sur le rapport aliment alcalin, aliment acide, remettre de l'ordre et faire respirer son système digestif grâce au jeûne, ou en tout cas en faisant des pauses ou en soulageant son système digestif. Et puis rétablir le microbiote, oui. Alors c'est pas si simple que ça. En tout cas, il y a des pratiques qui permettent de permettre à cette flore intestinale de rester active et de rester vivante. La première chose à faire, alors peut-être par petite dose au début si vous n'êtes pas habitué, c'est de manger beaucoup plus de légumes fibreux, puisque pour un microbiote, donc les microbiotes, ce sont des bactéries intestinales qui n'ont pas notre code génétique à nous, mais qui remplissent des rôles absolument fondamentaux dans notre organisme en échange du gîte et du couvert. Et donc, ce qu'on peut faire pour le microbiote, c'est ingérer soit ce qu'on appelle des probiotiques, qui sont directement des bactéries, soit des prébiotiques, qui sont la nourriture des bactéries. Et donc, voilà, contre l'échange de leurs fonctions, de toutes les fonctions que ce microbiote réalise pour nous, en échange, on doit leur donner à manger. Et ce que mangent les bactéries, c'est d'abord des fibres alimentaires, ce que nous, on n'est pas capable de digérer d'ailleurs. Donc, les fibres, c'est le cellulose, c'est le tissu en fait qui enveloppe et qui structure les végétaux, les fruits et les légumes donc. Et donc manger cru apporte plus de fibres que manger cuit, bien que manger cuit favorise l'absorption. Donc dans un premier temps, je conseillerais de manger plus de légumes et plutôt cuit pour faciliter l'absorption de ces fibres. Et puis voilà, essayer d'implémenter un maximum de légumes au cours du temps. Voilà, en période inflammatoire, impossible, effet accélérateur du transit et des douleurs. Voilà pourquoi je dis qu'il faut vraiment y aller progressivement, parce qu'effectivement, c'est ça le risque. Les fibres, lorsque la flore intestinale est pas opérationnelle, eh bien, il n'y a personne pour les digérer, il n'y a personne pour les métaboliser. Et du coup, elles ont un rôle elles raclent en fait le système digestif, et donc ça engendre des troubles du transit. Voilà pourquoi, dans le cas qui est exposé ici, moi je conseillerais d'abord de travailler sur les facteurs inflammatoires en priorité, avant de travailler sur l'apport en fibres. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Thierry. Alors, moi, j'ai longtemps pensé, jusqu'à justement un peu ce décodage émotionnel pour avoir justement une approche encore un peu différente, mais décodage biologique. J'ai longtemps pensé que pour moi, il ne pouvait pas avoir de rhumatisme inflammatoire type spondylarthrite sans problème, on va dire, digestif, sans pathologie digestive. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire le point déclenchant d'une inflammation articulaire type spondylarthrite ou polyarthrite était d'abord un dysfonctionnement au niveau digestif.
Alors, donc, j'ai été un apôtre complet de. Alors, pourquoi? Parce que je rappelle quand même que, a priori, je dis bien a priori, tout problème inflammatoire, en tout cas type dans ces maladies auto-immunes, vient d'un dérèglement du système immunitaire, je dis bien a priori, hein, qui se mettrait en fait à attaquer nos propres articulations pour ces maladies auto-immunes-là. Et donc, voilà, et en se penchant, un des berceaux des cellules immunitaires est l'intestin grêle, où beaucoup de cellules immunitaires sont, on trouve leur, c'est ça, hein, Quentin, je ne me trompe pas, hein, Mm. à ce niveau-là. Et donc, effectivement, c'était se dire, tout dérangement de la fonction de l'intestin grêle pouvait provoquer en fait un, un, un problème sur sa fabrication, sa régulation du système immunitaire, en tout cas des cellules qui font partie du système immunitaire, lymphocytes et tout autre. Et donc, bon, il n'y a pas que dans l'intestin grêle, hein, on est bien d'accord, hein, tout ce qui est moelle osseuse et tout aussi a son rôle là-dedans. Et Mm. donc, pour moi, voilà, je m'étais posé la question, en fait, qu'est-ce qui, en fait, touche le plus l'intestin grêle? Et c'est vrai qu'on l'a entendu, je l'ai pratiqué pour moi-même, sans avoir de maladie auto-immune ou inflammatoire, tout ce qui pouvait être gluten et lactose, donc produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gluten, alors je ne vous parle même pas du gluten d'aujourd'hui, hein, avec les blés génétiquement modifiés, puisqu'en fait, plus les blés d'aujourd'hui contiennent du gluten, qui est un lien, qui fait le lien de la pâte du pain, de vos pâtes, de ce que vous voulez, plus c'est facile à travailler, moins ça prend de temps. Donc, il y a un intérêt aussi là-dedans. Sauf que c'est une vraie pâte, une vraie glu qui se dépose sur le système intestinal. Pareil pour le lactose, en fait, hein, qui est quelque chose qui, normalement, et encore, je parle bien du lait maternel pour l'être humain, c'est le lait de votre maman, mais voilà, qui en fait, n'est plus digérable pour une grande partie de la population à partir de entre 2 et 5 ans. On n'a plus les enzymes pour les lactases pour digérer le lactose et qui aurait tendance aussi lui à se déposer sur les parois intestinales. Alors, il faut savoir que les parois intestinales, c'est des milliards et des milliards de replis. C'est des franges, c'est vraiment comme ça. C'est pas lisse en fait. Et c'est le problème de ces substances-là, c'est qu'elles lissent les parois et qu'elles vont perturber les échanges entre j'allais dire, ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur de l'intestin grêle. Et que du coup, voilà. Et c'est vrai que pendant des années, je faisais le forcing sur les patients pour qu'ils arrêtent. En tout cas, qu'ils essayent d'arrêter les produits à base de gluten, de blé et des produits laitiers, donc avec du lactose dedans. Et c'est vrai que quand même, il ne faut pas se mentir, dans 90% des cas, les gens qui le respectaient, ils n'avaient plus de crise. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas leur rhumatisme inflammatoire, hein, mais ils n'avaient plus de crise. Donc c'était déjà précieux par rapport aux douleurs hein, que ça génère. Je le conseille toujours. Je suis plus extrémiste comme ça parce que je pense que tout comportement extrémiste est dangereux. Donc, j'aurais tendance à dire essayez de limiter, voyez ce qui se passe. Effectivement, si c'est validé, ben continuez. Puis si vous avez fait l'essai et que c'est pas validé, bon bah c'est qu'il y avait sûrement pas de lien avec ça. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on pouvait aussi beaucoup plus au niveau émotionnel se créer des pathologies digestives, hein, des choses qu'on ne digère pas. Voilà, donc créer un état inflammatoire au niveau de ses intestins, c'est facile aussi par les émotions. Donc on peut très vite dérégler son système immunitaire parce qu'on n'a pas digéré quelque chose au niveau émotionnel et qu'à un moment, si vous voulez, à force de ne pas digérer, ben on va créer voilà des pathologies. Faut pas oublier que, comme je vous disais tout à l'heure, l'émotion va entraîner des comportements alimentaires qui peuvent être soit dans l'excès, soit dans le moins, hein, c'est-à-dire qu'on peut respirer moins, on peut manger moins, voilà, et le corps va devoir s'adapter. Quand on mange plus, l'estomac va créer plus d'acide chlorhydrique pour digérer plus. Donc, à force, trop d'acide chlorhydrique dans l'estomac, ça peut poser problème. Quand vous voulez manger plus, votre corps il va essayer de produire plus de cellules digestives, c'est-à-dire du côlon, de l'estomac, peu importe. Donc, ça peut faire des polypes. Mais on peut se poser la question aussi sur ce tissu fabriqué qui pourrait très bien devenir tumoral, peut-être pas malin, mais au moins bénin. Donc, le corps va devoir s'adapter. Voilà.
Et donc, pour moi, effectivement, on doit se pencher sur tout ce qui est inflammatoire sur l'alimentaire. C'est, je pense, obligatoire, nécessaire et même très souvent salutaire, voilà, sur les rhumatismes inflammatoires. Effectivement, alors là, je rejoins Quentin, hein, on ne change jamais du jour au lendemain, hein, quel que soit le domaine. Sinon, c'est souvent la facture est très rapide. Alors, par contre, répondre à la question comment la rendre perméable. Alors, rendre perméable. Ouais, mais effectivement, dans les problématiques liées au gluten ou au lait de vache, il y a souvent ce triptyque en fait qui fait intervenir à la fois la muqueuse, donc la perméabilité du tissu de l'intestin, le système immunitaire et la flore intestinale, donc les bactéries qui tapissent nos intestins. Et c'est un cercle vicieux quand on fait rentrer dans la boucle certains nutriments qui posent problème. Et donc, bien souvent, à l'origine de ces problèmes, on a la protéine de gluten, la protéine de lait de vache. Et on a aussi ce qu'on appelle les food maps, qui sont des catégories d'aliments qui contiennent des formes de glucides très fins et qui posent problème justement dans la perméabilité de la membrane intestinale. Alors là, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des listes qui disent quels sont les aliments qui sont riches en FODMAP et ceux qui sont moins riches. Et là, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont quand même riches en FODMAP. Et donc, c'est intéressant de savoir quels sont ces aliments-là pour aussi les diminuer au même titre que le gluten ou que les protéines de lait. Alors, j'ai même fait alimentation signalée, oui, mais très dur, et côté vie sociale aussi. Changement de choc émotionnel. D'accord. Oui, alors, là, tu exprimes exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, Seignalais, il prend quelque chose qui est pas faux, effectivement, quelque chose qui a un intérêt, mais le fait est, c'est que quand on écrit des livres, on oublie que les gens prennent le livre et ne sont pas nécessairement accompagnés, par exemple. Et vont pratiquer ça de manière un peu excessive, c'est-à-dire, comme disait Quentin, manger trop de fibres d'un coup, ou manger cru, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout si c'est pas dans nos habitudes, effectivement. Et que tous ces comportements un petit peu, ces changements alimentaires, alors même si parfois dans les livres, hein, c'est quand même expliqué, mais le problème, c'est que on rejoint pas la personne où elle est, c'est-à-dire dans sa souffrance physique, dans sa souffrance sociale, émotionnelle, parce que les douleurs isolent, hein, faut pas se mentir non plus, et que du coup, on ne rejoint pas cette personne-là, c'est-à-dire qu'on va pas lui s'asseoir à côté d'elle et lui dire, ok, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe, de quoi auriez-vous besoin aujourd'hui, et c'est ça peut-être que est la différence, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a des chocs émotionnels, oui, il y a certainement un contexte alimentaire, oui, il y a sûrement un problème d'activité physique, oui, il y a sûrement de la génétique, oui, c'est un melting pot de tout ça. Simplement, effectivement, ça ne veut pas dire que parce que les clés, je pense que tu les as. Mais par contre, quand on a un trousseau bourré de clés, tu sais, c'est pas mieux, quoi. Et en fait, je pense que c'est très compliqué de s'en sortir avec une vision, justement, c'est un peu l'intérêt de ce petit live de ce soir, une vision unique d'une pathologie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout ça, que c'est très difficile de trouver un thérapeute qui va traiter tout ça, même si je pense qu'aujourd'hui, voilà, Quentin a un programme d'accompagnement qui traite exactement de tout ça, avec énormément de compétences, voilà, hein, qui à mon sens, l'abord, peut-être pas idéal, mais l'abord nouveau, en tout cas, et qui porte énormément ses fruits. Moi, je le fais, mais dans l'ordre dans mon cabinet, donc c'est un peu réservé aux gens qui viennent me voir directement. Voilà. Mais l'idée, c'est exactement ça, c'est de les questionner sur ce qu'ils vivent,
sur comme je vous disais, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qui a marché, en quoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui était difficile, en quoi la vie sociale peut être perturbée par un régime, effectivement. Enfin, poser toutes ces questions-là pour effectivement que la solution ne soit pas trouvée par l'accompagnant ou le thérapeute, qui soit juste un guide, mais pas celui qui va vous donner la solution, parce que la solution, elle sera issue de ce que vous êtes, de ce que vous avez, vos besoins, vos croyances, vos principes, toutes ces choses-là, et que c'est là-dedans que se trouvera j'allais dire peut-être peut-être pas le soulagement, mais un soulagement, en tout cas. Et que, effectivement, ces formes d'approche holistique, hein, Quentin, je pense qu'on peut parler comme ça. En tout cas, avec une vision, allez, c'est pas le bon mot, moi, je dirais un peu plus humaine, moi, je dirais tout simplement ça, rester dans l'humain. Voilà, mais effectivement, je comprends très bien que des recettes miracles, il y en a partout. Et que ce qu'on vous propose comme approche, elle n'est pas facile, hein, parce que c'est voilà, quand vous devez traiter des émotions difficiles avec des peurs derrière, quand vous devez traiter des difficultés à avoir trouvé une motivation à bouger, ou alors justement à l'inverse, quand vous êtes en suractivité physique, parce que c'est une ressource pour calmer vos émotions, c'est difficile de se dire bah non, je bouge moins, du coup je vais moins m'inflammer par le mouvement. Quand vous devez effectivement, j'allais dire, avoir le sentiment que quand vous faites attention à ce que vous mangez, on vous dit toujours ah ouais, mais alors toi c'est pas cool avec toi, on peut pas se faire une bonne fondue, ou faut toujours faire attention à ce qu'on mange et tout, donc on se retrouve très isolé. Voilà, effectivement c'est pas simple. C'est un petit peu le propos de ce soir, c'est-à-dire d'aller un petit peu chercher cet accompagnement, malgré tout, avec des gens qui ont une vision un peu plus globale et humaine, qui peuvent vous donner, en tout cas, qui peuvent vous guider là-dedans, mais qui ne sont pas là pour vous donner la recette miracle qui n'existe pas. Hein, ça, c'est un fait. C'est pas, ça, c'est quand on est dans son petit enfant qu'on croit au miracle. Mais être adulte, c'est se responsabiliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, qu'est-ce que moi je fais, en quoi je suis responsable de ce qui m'arrive, pas coupable, hein, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que je pourrais faire. Et c'est là qu'en fait, je vous dis, on est plus des guides que des thérapeutes, mentors, soignants ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin. Ouais, je pense que c'est effectivement absolument nécessaire d'avoir un regard global sur ce qui se passe, c'est-à-dire de prendre la personne dans son intégralité et d'identifier les différents facteurs qui peuvent être responsables, ou en tout cas qui peuvent être source d'amélioration. Là où ça devient compliqué, c'est que c'est pas parce que c'est global qu'une fois qu'on a agi un peu sur tout, ça résout le problème. Puisque c'est pas que global, c'est aussi systémique. Et dans un système, eh ben, il y a des endroits où il y a des nœuds. Et ces nœuds. Alors moi, Et Quentin, donc, attends, Quentin, répète un peu, parce que moi, ça s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. je Tu disais parlais des que nœuds. dans une approche systémique, on regarde le tout comme un système, et donc les parties s'échangent les unes les autres. Et donc, à partir du moment où il y a un nœud à un endroit spécifique, eh bien, c'est tout le système qui en pâtit. Donc, la problématique devient globale, mais bien souvent, il y a un nœud ou il y a des nœuds à des endroits précis. Et donc, c'est pas parce qu'on agit sur tous les facteurs que c'est bon, on a résolu le problème, parce que il faut aussi mettre du degré aux endroits où c'est le plus significatif. Et oui, travailler sur ses émotions, sur son corps physique et sur sa nutrition, ça a du sens quand on a une problématique articulaire inflammatoire, par exemple. Mais peut-être qu'une même problématique articulaire inflammatoire entre une personne et une autre peut avoir une origine beaucoup plus importante au niveau émotionnel dans un cas ou physique dans l'autre. Et donc, oui, ça va être intéressant de travailler sur tous les tableaux, mais c'est fondamental d'identifier quels sont les facteurs les plus importants, les plus impliqués dans la pathologie, dans la problématique.
Et donc là, si tu nous décris que tu as beaucoup travaillé sur ton alimentation, par exemple, ben, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller fouiller un peu plus les autres facteurs, savoir comment bouger plus ou plus efficacement. Et puis les facteurs émotionnels, est-ce qu'il y a des facteurs psychologiques qui peuvent être reliés à ça, qui peuvent être mis en jeu, lesquels, comment les traiter, comment les travailler. Et peut-être que tu vas trouver quelque chose de significatif ailleurs que dans la nutrition. C'est pas impossible. Et puis Thierry, je te rejoins aussi sur l'aspect un peu dogmatique de la nutrition, parce que c'est très complexe comme sujet et beaucoup de gens estiment détenir la vérité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours un peu bancal de conseiller des régimes à des personnes, parce que chaque régime se base sur une vision assez restreinte, parfois très juste, mais souvent contextuelle. Donc ça dépend des cas et ça dépend de l'environnement de la personne, etc. Donc un régime alimentaire peut être adapté pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Et c'est le problème de ces méthodes qui portent souvent le nom de l'inventeur de la méthode, et qui sont centrées sur une problématique qui est intéressante, mais qui convient pas forcément à tout le monde, quoi. Voilà pourquoi je propose en général aux patients de prendre du recul et de comprendre déjà comment les différents facteurs interagissent les uns avec les autres, comprendre mieux comment fonctionne la nutrition, comment fonctionne un corps en mouvement, comment fonctionnent nos émotions. Et après, à partir de là, on peut comprendre comment ça fonctionne pour nous en individualisant. Et là, peut-être que l'enjeu résidera plus dans le fait de gérer son stress au quotidien, ou de comprendre pourquoi on a peur ou pourquoi on est en colère en permanence, que de se restreindre de façon extrêmement délicate à manger qu'un type de fruit. Peut-être que c'est pas du tout la bonne approche. Et peut-être que pour une personne, en fait, le levier alimentaire sera fondamental. Euh, mais encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, et ça demande un vrai travail d'écoute intérieure pour être capable d'identifier quel est le levier qui est le plus efficace pour soi. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, il n'y a pas de méthode magique à appliquer en mode cette méthodologie fonctionne pour tout le monde. Voilà. Si on devait choisir une méthode, si je devais choisir une méthode, ce serait la connaissance de soi, quoi. Ce serait apprendre à se connaître soi-même, à s'écouter intérieurement. Et à partir de là, on pourrait travailler beaucoup plus efficacement. Du coup, Thierry, ouais, j'aurais bien aimé avoir ton point de vue sur cette question du lien entre émotion et corps d'un point de vue ostéopathique. Est-ce qu'il y a des théories qui abordent cette question-là en Alors, ostéo? en ostéopathie, alors moi je fais de l'ostéopathie structurelle, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout. Alors je suis tout à fait conscient qu'au niveau énergétique, j'y crois très fort, très très fort. Sauf que moi, dans ma pratique à moi, j'avais besoin d'être plus structurel que énergétique dans mon besoin personnel de thérapeute là. Donc maintenant, je pense que énergétique, structurel ou autre. Vision des choses, ça reste pour moi un petit peu la même chose. C'est-à-dire que euh, la différence, en fait, on a beaucoup parlé de l'ostéopathie, c'est que c'était une médecine qui a été considérée comme une médecine de terrain. C'est-à-dire que, à nouveau, le symptôme était la porte d'entrée et que, effectivement, on se disait, OK, le symptôme, le tissu souffre, par exemple, on va dire le dos, là, donc probablement, alors, quand on dit j'ai une vertèbre déplacée, je pense qu'une vertèbre déplacée, ça n'existe pas, pour la bonne et simple raison que soit elle est verrouillée, bloquée, mais si elle était déplacée, c'est-à-dire si elle n'était pas dans ses axes habituels, avec la moelle épinière et les racines neurologiques, je pense qu'on serait paralysé, moi, personnellement. Mais bon, enfin, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est véridique, c'est comme ça. Donc voilà, c'est plutôt un verrouillage, un blocage, voilà, pour prendre cet exemple-là. C'est dire, ok, qu'est-ce qui a amené le dysfonctionnement? C'est-à-dire comment c'est arrivé brutalement, c'est installé depuis longtemps. Voilà, on s'intéresse toujours à la même chose, aux symptômes, la porte d'entrée. Après, s'il y a de la cohérence là-dessus, bien sûr que souvent, sur une première séance, en tout cas, et si c'est très inflammatoire, on essaie de changer l'état local, c'est-à-dire de varier l'équilibre qui n'est pas le bon, dans lequel ça s'est installé, verrouillé. Alors, je vous ai dit, après technique énergétique, technique magnétique, technique structurelle,
L'important, c'est de surtout pas aggraver. Voilà. Donc, déjà, changer l'équilibre dans lequel ça s'est installé, la verrouiller et qui ne convient pas puisqu'il y a douleur. Donc, c'est pour ça que ça peut passer par juste une action très, très locale. Après, c'est quelles sont les variables de régulation, par exemple, de ce tissu, de cette zone-là. Donc, les variables de régulation, c'est-à-dire la mécanique autour, c'est-à-dire les autres vertèbres, le bassin. Voilà, s'il n'y a rien, on peut s'éloigner un petit peu, les hanches, les genoux, je ne vais pas vous faire tout le corps, hein, voilà. Donc, les variables de régulation mécanique de la zone. Après, il y a les variables de régulation neurologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui innerve cette zone qui est en pleine souffrance là. Donc, ça dépend de quel nerf, qui vient d'où, qui trouve sa naissance où. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir une entorse de cheville où il est très intéressant d'aller travailler au niveau lombaire, lombo-sacré, parce que le nerf sciatique, par exemple, qui innerve une partie de la cheville, naît de cet endroit-là. Et qu'un dysfonctionnement à cet endroit-là peut perturber le fonctionnement neurologique vers la cheville et provoquer des instabilités, des douleurs. Donc, on peut s'assurer de ça aussi. Au niveau vasculaire, qu'est-ce qui vascularise la zone? Qu'est-ce qui pourrait provoquer un état vasculaire pas optimal, c'est-à-dire d'apport nutritif, oxygène ou mauvais drainage, que ça gonfle et tout ça. Donc, évidemment, là, c'est tout le système artériel et ou veineux. De où il vient, et si en tout cas, si c'est pas un problème du tissu lui-même, c'est-à-dire de la veine ou de l'artère, qu'est-ce qui pourrait le gêner dans son fonctionnement? Donc là, très souvent, là, on a un rapport avec les congestions, c'est-à-dire les stases vasculaires. Et là, souvent, qu'est-ce qui provoque des stases vasculaires, hormis évidemment un problème très local à un endroit? Souvent l'appareil digestif, qui va monopoliser beaucoup de sang, qui va, voilà, quand votre foie il surtravaille, il y a la veine porte qui est au milieu. Si le foie congestionne un peu, je ne parle pas de cirrhose nécessairement, mais si le foie congestionne, et la veine porte là, elle n'arrive pas à se dilater comme il faut, donc elle réabsorbe pas bien tout le retour veineux des jambes. Si elle absorbe pas bien le retour veineux, vous pouvez avoir des engorgements à certains endroits qui peuvent, par exemple, gêner l'espace vital du nerf sciatique et vous déclencher une sciatique. Et là, on n'est pas du tout sur un rapport mécanique d'un disque qui comprime le nerf, mais on est vraiment sur un contexte purement organique. Donc, c'est le questionnement qui amène ça. C'est ce que j'expliquais là tout à l'heure quand je vous disais d'aller rejoindre la personne là où elle est. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, voilà, quels sont les problèmes que vous rencontrez autres que nécessairement votre sciatique ou que votre arthrose cervicale, votre hernie discale, voilà, je vais parler de verrouillage lombaire et tout, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui se passe autrement pour avoir, c'est ça. Et après, bien sûr, au niveau ostéopathique, moi, ma pratique m'emmène à aller travailler l'organe mécaniquement, m'amène à aller travailler les cervicales, peut-être si c'est une douleur du bas du dos mécaniquement. Mais tout ça, l'idée, c'est de changer l'état dans lequel ça s'est installé, c'est-à-dire d'avoir une action réflexe, c'est-à-dire sortir du système autonome dont on parlait tout à l'heure, par exemple, au niveau neurovégétatif, pour changer l'état, pour qu'en fait, vous ayez de nouvelles informations, que votre corps ait une autre vision de celle qu'il a actuellement. C'est intéressant parce que là, je voyais sur un commentaire donc l'arthrose cervicale, l'hernie discale, le verrouillage lombaire, les douleurs. Très très souvent, on a des gens qui arrivent et ils arrivent avec leurs douleurs et tout ça. Puis bon, si ça n'a pas été calmé par les anti-inflammatoires, les antidouleurs, ils finissent par avoir des examens. Et les gens arrivent avec des examens et ils me disent, voilà, par exemple, vous voyez, j'ai de l'arthrose lombaire, c'est pour ça que j'ai mal. Je dis, OK, vous voyez l'état de l'arthrose lombaire, elle a probablement 15 ou 20 ans. Qu'est-ce qui fait que vous avez mal aujourd'hui et pas depuis 15 ou 20 ans? Donc, l'ostéopathie a toujours été cette approche en disant il faut qu'un symptôme, on lui trouve une logique dans le diagnostic. Sinon, on passe au travers de quelque chose. C'est-à-dire qu'on fait à nouveau de l'allopathie. Et l'allopathie, ça fonctionne bien. Moi, je ne suis pas contre l'aspirine, je suis le premier à en prendre, mais ce n'est pas très cohérent. Parce que c'est se voiler la face sur un problème qui est certainement plus important. Maintenant, j'ai aussi des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont tombés, 80 ans, 90 ans. Évidemment, à cet âge-là, on pense tous que tout le monde est ostéoporotique, ce qui n'est pas le cas, mais bon, voilà. Donc, on fait des radios parce qu'on ne sait jamais s'il y a une fracture de vertèbre pour rester sur le dos. Et là, moi, je reçois les examens et je vois une colonne bouffée par l'arthrose, vertèbre soudée, il n'y a même plus de disque, on est bien d'accord. Donc, c'est obligatoirement passer par une pathologie discale et tout. Et c'est vrai que moi, ma première réflexion toute bête, c'est de dire aux gens, alors, attendez,
votre dos, c'est toute une histoire. Là. Et il me regarde avec Berlu en disant, qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai dit, bah oui, regardez, enfin, toute l'arthrose qu'il y a, il n'y a plus de disques, ça fait longtemps que vous souffrez du dos. Et il me regarde en disant, non, mais là, je suis là parce que je suis tombé. Moi, j'ai jamais eu mal de ma vie. Là, j'ai mal depuis que je suis tombé. Et là, moi, c'est là que les questions ont commencé à venir, de se dire, c'est pas parce qu'on est bouffé par l'arthrose qu'on a des douleurs, alors. Parce que ce qui est valable à ce moment-là, ça doit être valable pour cette personne. Alors, sachant que je m'assure que c'est pas non plus quelqu'un qui a un problème de rapport avec la douleur, c'est-à-dire soit qui veut pas exprimer de douleur parce que ça se fait pas, hein, parce qu'on veut se montrer fort ou parce que c'est voilà, on se plaint pas, ou soit c'est quelqu'un qui a un problème réellement d'insensibilité, parce que c'est une maladie qui existe. Il y a peu de gens, mais qui sont totalement insensibles à la douleur. Voilà. Et donc, c'est de se dire, ok, donc l'arthrose en elle-même, c'est pas une fatalité. Des gens qui sont bourrés d'arthrose et qui arrivent. Voilà, moi, je connais des trailers qui sont chutés, qui se sont fracturés la rotule et qu'on s'aperçoit qu'ils ont une grosse arthrose de l'articulation entre le genou et le tibia, et pourtant, ils n'avaient jamais eu mal. Ouais, ça c'est souvent le cas, hein, d'avoir une imagerie médicale dite très positive où on voit des syndromes à l'imagerie. Et c'est très médecine technologique, ça, de trouver la cause du symptôme à travers quelque chose de tangible qu'est l'imagerie. Et quitte à incriminer le problème qu'on voit sur l'imagerie, malgré le fait qu'il n'y a aucun lien de cause à effet évident entre ce qu'on voit et ce qui fait mal, quoi. Ça peut être problématique parce que du coup, non seulement ça peut emmener les patients à focaliser sur ce problème-là, et donc à vouloir absolument le résoudre, et donc on a parfois des problématiques de chirurgie à répétition qui ne règlent pas du tout le problème parce qu'on traite quelque chose qui n'a pas besoin d'être traité. Et puis parfois, on a une exacerbation de la douleur parce qu'en fait, on voit sur l'imagerie une hernie discale qu'on n'avait pas détectée et on la voit au niveau cervical alors qu'il y avait une douleur au niveau lombaire. Et là apparaît, comme par magie, la douleur au niveau cervical. Donc parfois, l'imagerie, elle fait pire que mieux et c'est bien dommage de s'arrêter à ça, quoi. Alors, on n'est pas, c'est ce que j'insiste là-dessus, hein, on n'est pas meilleur que votre docteur, que votre kiné ou que votre ostéopathe ou que votre homéopathe ou tout autre thérapeute que vous avez pu consulter. C'est pas du tout ce qu'on est en train de vous dire. C'est surtout plutôt d'écouter ce que votre corps vous dit, ce que vos émotions vous disent. Je ne parle pas de s'écouter non plus, hein, parce qu'effectivement, peut-être que là, ça poserait d'autres problèmes. Voilà. Mais en tout cas, de bien écouter et surtout de pas de, de ne pas se dire mais ça n'a rien à voir ou non mais ça c'est pas grave ou non mais je vais pas en parler à mon médecin parce qu'effectivement voilà oui effectivement j'ai 10 rhumes dans l'année mais ça n'a rien à voir avec mon mal de dos voilà c'est juste se dire qu'effectivement voilà peut-être que d'avoir 10 rhumes dans l'année c'est peut-être pas normal, enfin en tout cas je ne conçois pas ça comme quelque chose de normal, que peut-être voilà, il y a un lien avec un problème de système immunitaire et que ce système immunitaire, bah, il peut avoir un lien avec vos douleurs de dos et voilà, donc c'est surtout cette approche-là qui est pour moi importante, c'est-à-dire que le symptôme, c'est pour moi la porte d'entrée. Et que, comme disait Quentin, voilà, c'est pas en traitant tout qu'on va soigner. Par contre, en ayant une approche plus de l'humain qu'on a en face de soi, qu'on va peut-être détecter ce fameux nœud dont tu parlais, Quentin. En tout cas, il y en a probablement plusieurs, et que ce nœud-là va demander probablement une approche un peu particulière, plus précise, et qu'effectivement, je comprends très bien que en tout cas, là, puisqu'on a parlé ce soir, un peu plus de la spondylarthrite ankylosante, c'est sûr que le côté diététique, le côté alimentaire, mais alors a été tellement vendu, tellement discuté, qu'effectivement, il en fait partie, mais comme disait Quentin, peut-être de réintroduire tout simplement un peu d'activité physique ou de travailler sur ses émotions aura bien plus d'effet à ce moment-là, si le nœud est plus important là, que d'aller faire un régime qui pour moi est toujours, en tout cas, problématique, parce que qui dit régime dit carence.
Donc, parce que voilà, mais que peut-être qu'au niveau alimentaire, comme tu disais très bien, Quentin, le jeûne est peut-être simplement la meilleure solution. C'est-à-dire de mettre au repos le système digestif un certain nombre d'heures. Alors, le jeûne accompagné, en tout cas, quand il est un peu plus que quelques jours, hein, que quelques heures, pardon, parce que là, c'est quand même, c'est pas anodin non plus. Euh, mais voilà, l'idée, pour en finir avec ces douleurs quotidiennes de dos, pour la thématique de ce soir, c'est de se dire que ce n'est pas qu'en travaillant au niveau du dos qu'effectivement on a la solution, parce que je pense que tous ceux qui ont des douleurs quotidiennes au dos sont passés par ça obligatoirement, quoi. C'est-à-dire soit Mm. un traitement symptomatique médical, soit effectivement kiné. Et déjà, je trouve que faire du yoga ou une activité physique, c'est déjà se responsabiliser. Effectivement, mais que effectivement, ce n'est pas, voilà, moi en tant que kiné ostéopathe, j'ai tendance aussi à un petit peu naturellement à sacraliser le mouvement. Mais si le nœud le plus important n'est pas là, Mm. ça ne marchera Il y a pas. une autre chose qui me vient aussi là en lien avec cette problématique-là, c'est que parfois on peut focaliser sur quelque chose et pas pour la bonne raison. Il se peut que le système digestif ne fonctionne pas ou fonctionne pas correctement et du coup engendre des symptômes liés à la prise de médicaments. Souvent dans les pathologies inflammatoires comme la spondylarthrite, eh ben, on médicamente, hein, on prend des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des antibiotiques parfois. Et la prise de médicaments peut avoir un impact hyper fort sur la flore intestinale, sur la muqueuse intestinale. Donc en fait, parfois ce qu'on pense être la cause, ici l'alimentation, de se dire il faut absolument agir sur l'alimentation parce que j'ai le système digestif inflammé, peut-être la conséquence de la prise de médicaments qui est inévitable en début de pathologie en fait et qui du coup engendre des incidences parfois à très long terme, quoi. Et donc peut-être que c'est pas problématique et qu'il faut pas forcément focaliser sur le système digestif et aller trouver des solutions ailleurs et que le système digestif se solutionnera par ailleurs en démêlant un nœud à distance, quoi. Alors, moi, là, j'aimerais, on a répondu à quelques questions, c'était très isolé par rapport voilà, on est parti sur une ou deux questions par rapport au dos. Bien sûr qu'on n'a pas donné de solution miracle, parce qu'il n'y en a pas. Mais pour un petit peu, parce que je vois que ça fait déjà 1h37 de direct, Ouais. pour un petit peu, peut-être pas terminer, hein, parce que s'il y a des questions, on y répondra, pour un petit peu terminer là-dessus. Moi, j'aimerais un petit peu, Quentin, que par exemple, tu me parles de ton programme à toi, qui est en tout cas beaucoup plus accessible que ma pratique à moi, qui est la même, hein, mais qui est réservée à mon cabinet. Voilà, voilà ce que tu nous expliques en fait, ton programme, donc il s'appelle Nae Santé, c'est ça? Ouais. Voilà, en quoi il consiste, puisque la chance de ce programme-là, c'est qu'effectivement, il est accessible à distance, ce que moi, je ne propose pas du tout, alors que nous partageons totalement la vision des choses et que nous pratiquons de la même manière. Mais voilà, toi, au moins, tu as mis en place quelque chose qui permettait de t'accompagner avec cette vision-là et que ça puisse être faisable à distance. Donc, si tu pouvais nous expliquer là en quelques mots en quoi consiste ton programme, voilà, et puis comment éventuellement aussi le rejoindre et, et qui concerne. Ouais, alors mon programme, effectivement, il s'appelle Nae Santé. Alors Nae parce que je travaille sur les piliers de la santé que j'ai identifiés comme étant justement la nutrition, l'activité physique et la gestion émotionnelle. Donc voilà pourquoi Nae. Et donc l'idée de ce programme, c'est de proposer à toute personne qui est intéressée par comment comprendre son organisme et comment optimiser sa santé, mais principalement dirigé vers les patients qui ont des problématiques chroniques, notamment physiques, en travaillant sur la compréhension de soi, donc à un niveau externe, hein, avec de la connaissance sur comment fonctionne le corps physiologiquement,
mais aussi de la connaissance interne, c'est-à-dire en expérimentant des choses semaine après semaine pour voir sur son corps comment réagit son corps et comment fonctionne son propre corps à soi, et justement identifier les nœuds qui sont peut-être plus significatifs dans la résolution du problème individuel. Et donc, c'est un programme qui dure 3 mois. On passe 1 mois par grand pilier de la santé. Chaque semaine, il y a des exercices de mise en pratique, comme essayer de pratiquer le jeûne intermittent, essayer certains nouveaux aliments, enlever d'autres aliments, pratiquer des étirements, de l'activité physique de manière très spécifique, pratiquer la méditation, ce genre de choses, des techniques de respiration, par exemple. Et avec, à la fin de la semaine, toujours un apport théorique qui vient compléter et expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le corps à ce moment-là. Ça, c'est pour le volet formation. Il y a une partie aussi en groupe, puisque chaque semaine, les participants se retrouvent avec moi au sein d'une classe virtuelle pour partager leur expérience, leur évolution et leurs questions. Et puis, la troisième partie du programme, c'est un accompagnement individuel. Donc là, plus axé sur la partie émotionnelle et psychologique, et surtout individualisé. Le but, c'est d'individualiser à ce moment-là les différentes pratiques pour déterminer qu'est-ce qui est le plus efficace et comment le mettre en place sur le long terme. Voilà. Et donc, c'est un programme qui dure 3 mois, et la prochaine session ouverte là devrait démarrer début mars normalement. Ok, donc c'est un programme en ligne qu'on trouve en ligne. Ouais, sur le site de Haut Débit, peut-être que Lloyd, tu peux mettre un lien. Oui, tout se passe à distance, effectivement. Donc les exercices sont envoyés via une plateforme pédagogique. Les cours également, et puis les visios de groupe se font sur la plateforme, et puis après on fait en fonction de si les personnes sont loin de chez moi ou pas, on peut faire des accompagnements individuels en présentiel ou en visio également. D'accord. Sur 3 mois, hein, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça, 12 semaines de programme. Très bien. Voilà. Bah, merci Lloyd. Il a mis le lien donc pour aller en tout cas consulter la page pour voir ce que propose Quentin, ce qu'il nous a très bien résumé là. Magnifique programme, hein, j'avoue que voilà, très réfléchi, très en rapport avec mes valeurs, très en rapport avec ce que je pratique, ce que je crois, avec vraiment cette approche de compréhension et à la fois transformationnelle. C'est pas, ce n'est pas qu'une approche, on va dire, un peu cognitive, hein. Il y a vraiment les exercices permettent d'avoir déjà une mise en pratique et quoi qu'il en soit, au bout de ces 3 mois, de toute façon, un changement est opéré, c'est certain. Bien sûr qu'il y a peut-être certaines choses qui m'ont demandé un peu plus de temps, un peu plus de questionnement. Le programme s'arrête au bout de 3 mois, voilà, mais l'accompagnement peut se poursuivre. Hein, Quentin, on est d'accord, hein, c'est pas. Le programme dure 3 mois, mais. C'est un programme qui est engageant, hein, sur le plan personnel, parce que déjà on rentre dans un processus de santé dans lequel on devient acteur à 100%, et donc on s'investit soi-même pour sa santé. C'est exigeant parce qu'on essaye beaucoup de choses sur soi-même, et puis c'est exigeant aussi parce que les séances individuelles nous obligent à rentrer dans la difficulté et à aller voir ce qui ne va pas pour pouvoir le solutionner. Voilà. Pour résoudre le problème, il faut d'abord regarder là où il faut. J'aime bien cette petite histoire du mec bourré qui cherche ses clés dans la rue sous un lampadaire, et un gars qui vient l'aider et qui lui demande mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu mes clés. Tu les as fait tomber ici? Et il répond non, dans la ruelle d'à côté, mais il n'y a pas de lampadaire là-bas. Et donc, c'est souvent ce qu'on fait. On a tendance à regarder, à fouiller, à trifouiller dans les endroits qu'on connaît. Et parfois, c'est inconfortable d'aller dans les zones d'ombre. C'est plus facile quand on est accompagné. Et ça peut être hyper efficace parce que du coup, on tombe sur le vrai problème. Et une fois qu'on a identifié réellement ce qui se passe, et ben, on peut agir dessus et on a les outils pour.
Donc voilà, rien n'est jamais perdu. Et voilà, j'ai vu beaucoup de personnes en souffrance, hein. La douleur chronique, c'est quelque chose qui est très très pesant parce que ça fatigue physiquement d'avoir mal toute la journée. Et émotionnellement, ça a des conséquences hyper importantes, hein. Je le vois chez les patients, c'est difficile à vivre au quotidien et ça a des conséquences sur les relations, comme tu disais Thierry tout à l'heure. Ça a tendance à isoler, ça a tendance à diminuer la facilité dans les interactions sociales. Et donc, souvent, les conséquences sont bien plus graves que ce qu'on imagine. Et à l'inverse, la résolution du problème engendre bien plus de bénéfices que simplement la résolution d'une problématique physique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour cette soirée et pour ton éclairage sur les différentes questions qu'on a abordées. C'était super intéressant. Merci Quentin, on se connaît depuis quelques temps et c'est toujours aussi riche. Ouais. Ça nous permet d'évoluer aussi chacun, hein, chaque nouveau patient, chaque nouveau coaché nous apporte aussi beaucoup, nous fait remettre en question et c'est précieux et plus on partage, plus on communique justement, plus on s'exprime, plus les mots sont là pour communiquer et plus ça traite beaucoup d'autres mots justement comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un très très beau programme, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, je vous assure, et j'espère que écoutez, cette soirée vous a plu et puis sûrement très bientôt sur un autre thème. Ouais, c'est clair, avec grand plaisir pour parler de plein de choses. C'est toujours super intéressant d'avoir un regard un peu croisé sur des problématiques et d'échanger. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont interagi, qui ont posé des questions. C'est toujours chouette de répondre à des choses en direct. Ça rend l'exercice un peu plus vivant. Donc, merci à vous et peut-être à très bientôt pour un autre live sur un autre thème. Voilà. Bonne soirée, merci, à bientôt. Allez, salut.